heure 2, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Je suis ravie de vous accueillir pour donc, ce webinaire organisé par ID4 Mobility. Donc, je suis Véronique Rottier, moi je suis en charge des projets d'innovation et des projets européens. Et aujourd'hui, on vous propose ce webinaire tout simplement déjà parce qu'on a tous une petite anecdote sur notre chemin de trajet entre chez nous et le travail le matin, que l'on vienne à vélo, à pied ou en voiture, et qui a trait au partage de l'espace public. Alors ça, c'est plutôt pour le côté, on va dire, un peu personnel de la mobilité. Ensuite, après, on sait que les enjeux aujourd'hui, notamment autour des mobilités douces, sont très liés justement au partage de l'espace public. Et donc aujourd'hui, on vous propose ce webinaire dont l'objectif est vraiment d'offrir différentes perspectives sur ce sujet du partage de l'espace public. Donc on pourra bien sûr en 1h30, on n'a pas l'ambition de couvrir la totalité du sujet du partage de l'espace public, mais voilà, de vous apporter différents points de vue et donc de pouvoir contribuer à vos réflexions. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a des intervenants de très grande qualité qui nous viennent d'un peu partout dans le monde et même d'outre-Atlantique. Et on va d'ailleurs commencer par une vision du partage des espaces publics avec Florence Pauliac qui vient du Québec et qui démarrera cette session. Ensuite, on a Nicolas Furmanek qui nous proposera une vision plutôt sur la gestion temporelle des espaces publics du CEREMA. Ensuite, c'est Myriam Servière de l'Université Gustave Eiffel qui prendra la parole sur l'école centrale Nantes, je vois, effectivement. Excusez-moi pour cette erreur. De l'école centrale Nantes sur la partie plutôt modélisation et appréhension des espaces. Et on aura ensuite une présentation de la plateforme ThinkCities par Gwenaëlle Carfontan, qui vient de la PME Sétur. Voilà. Donc, juste avant de leur laisser la parole, je tiens à préciser qu'il y aura un petit questionnaire en fin de webinaire. L'objectif de ce questionnaire, c'est pour nous d'avoir des retours sur le contenu de la programmation qu'on vous a proposée. Donc, on vous remercie d'avance d'y répondre. Si jamais vous avez des questions pendant les présentations, surtout n'hésitez pas à utiliser le petit module questions-réponses. Et à la fin de chaque intervention, je me ferai fort de relayer vos questions à nos différents intervenants. Voilà, écoutez, il me reste plus qu'à laisser la parole à Florence. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Ben, merci beaucoup, Véronique, pour cette introduction et cette invitation. Alors, vous allez juste me dire si on est dans la même situation que tantôt. C'est bon, on voit très bien votre écran. Ah ben, je suis chanceuse. Ben, bonjour à toutes et bonjour à tous depuis Montréal, depuis Montréal au Québec. Je suis vraiment ravie, très flattée d'avoir été sollicitée pour participer à ces échanges. Et la présentation que je vous propose est une présentation sur les enjeux de partage de l'espace public plutôt en contexte nord-américain, puis même étayé d'exemples très québécois et très montréalais, avec une présentation que j'espère sera claire. En tout cas, vous n'hésiterez pas à poser des questions et qui est assez simple dans sa structure. Donc, quelques éléments de cadrage sur le pourquoi de ces interventions sur le repartage de l'espace public, comme on dit beaucoup ici, ou la réallocation des usages. Comment, donc là, c'est un petit peu sur les grands principes. Et puis, en fait, au Canada, puis en Amérique du Nord, il y a une approche de partage de voirie qui est très répandue, qui s'appelle les rues conviviales au Québec ou les complete streets en anglais, et qui pose un certain nombre qui propose un certain nombre de réponses à la mobilité active. Et alors, vous voyez, je viens d'employer le terme mobilité active parce qu'on ne dit pas mobilité douce au Québec, même si parfois on emprunte le terme à la France, on parle de mobilité collective, active et partagée. Et ces rues conviviales, on les a beaucoup étudiées dans le cadre de la chaire que je dirige, donc je vais vous en parler notamment du point de vue de la gestion de projet. Alors, pourquoi agir sur l'espace public? J'ai des illustrations, c'est des photos que je prends quand je me promène. On est ici en banlieue nord de Montréal, dans la banlieue de Laval. Vous avez un exemple pas très récent de partage de l'espace public que je ne commenterai pas davantage, mais qui suscite un certain nombre de questions. Alors, pourquoi agir sur l'espace public en lien avec les mobilités douces ou actives, voire collectives? Je pense qu'on partage avec l'Europe et avec la France des constats communs
commun, bien que l'ampleur des phénomènes soit peut-être un petit peu différente à Montréal. On est dans un contexte de dépendance à l'automobile qui s'est forgé par un système économique et socio-technique depuis des générations, oui, des décennies en tout cas, qui génère des externalités négatives que l'on connaît bien. Et aujourd'hui, l'action publique et l'action collective dans beaucoup de territoires, et notamment en Amérique du Nord aussi, change de paradigme, adopte la vision puis l'objectif d'une transition socio-écologique juste et équitable, dans lequel la mobilité, en tout cas les transports, jouent un rôle fondamental. Et évidemment, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises pour essayer de briser cette dépendance à l'automobile et faire du report modal vers d'autres modes de transport alternatifs. Mais on sait que les facteurs qui influencent ces choix modaux, ils sont multiples, je ne vais pas le détailler. Ça dépend de beaucoup de facteurs, dont la configuration de notre territoire, son aménagement et la configuration des espaces publics. Donc, c'est ça qui nous retient notre attention dans nos recherches. Puis aujourd'hui, et je fais une petite intrusion dans le contexte montréalais. Vous connaissez peut-être Montréal parce qu'on reçoit beaucoup de visites, mais on est dans une ville typiquement nord-américaine, il n'y a aucun doute là-dessus, même s'il y a un héritage européen patrimonial assez présent. Et on est dans un territoire, la carte que vous avez, c'est les 82 municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal, 4 millions d'habitants. La grande île au cœur, c'est l'île de Montréal, 2 millions d'habitants. Tout ceci concentre la moitié de la population, la moitié des emplois, la moitié de la richesse du Québec, puisque nous ne sommes que 8 millions au Québec. Et on est dans un territoire largement dépendant de l'automobile. Plus on s'en va vers les banlieues, plus la dépendance à l'automobile augmente. Dans la partie la plus centrale, on a des transports collectifs performants. Si on se compare à d'autres, on dit ici, si on se compare, on se console. C'est pas si pire, c'est plutôt une situation nord-américaine avantageuse, mais la grande difficulté qu'on rencontre, c'est que la dépendance à l'automobile ne cesse de croître. Et ça, on est dans une situation certainement un peu différente par rapport à la France. Tous les indicateurs démontrent qu'on a toujours plus de taux d'équipement des ménages en automobile, des plus grosses voitures, on fait plus de kilomètres, on émet plus de GES. Donc ça, c'est une situation extrêmement préoccupante. On n'a pas d'inversion des tendances, loin de là. Et quand vous voyez l'espace public qui est sous vos yeux, c'est sûr qu'on a un travail de transformation des espaces qui est compliqué. Alors, cependant, les mentalités et les types d'actions évoluent, changent clairement. On est dans une phase, sans mauvais jeu de mots, de transition de ce point de vue-là. Et les politiques publiques, les acteurs locaux adoptent de plus en plus, puis c'est sûr, les chercheurs, on pousse cette approche-là. L'approche en anglais, c'est Easy, Avoid, Shift, Improve. Donc, réduire, transférer et améliorer les déplacements. Donc, réduire les besoins en déplacement, les distances parcourues, transférer vers des choix modaux plus écologiques, plus durables, plus décarbonés et améliorer l'expérience des déplacements. Dans cette perspective-là, l'action publique puis l'action collective, elle est multidimensionnelle ou multisectorielle. Et il y a un rôle fondamental à jouer par l'urbanisme, l'aménagement des territoires et le design des espaces publics. Donc moi, j'ai appelé ça aménager le temps et l'espace. En fait, je ne parlerai pas beaucoup d'aménagement temporel. Le CEREMA va nous en parler certainement plus. C'est quelque chose que moi aussi, j'ai en tête quand je travaille sur les contextes nord-américains, mais qui n'est pas si développé que ça ici. Moi, je vais vous parler de l'aménagement physique, notamment des espaces publics à partir du moment où vous sortez de chez vous et que vous avez un programme d'activité puis une chaîne de déplacement à réaliser dans l'espace. Donc, c'est un niveau assez micro sur la qualité des espaces publics et leur rôle dans le transfert modal. Alors, ça, c'était pourquoi on agit. Donc, cet enjeu d'intervention sur l'espace public, il est très présent dans les politiques locales de plus en plus, notamment à Montréal. Vous avez ici une autre image qui est prise à Montréal. C'est comment on intervient sur un repartage de voirie, une réallocation des espaces qui serait favorable à la réduction des mobilités carbonées et favorable aux mobilités plus douces, qu'elles soient actives et collectives électriques, notamment parce qu'on est dans une phase d'électrification des transports collectifs ici. C'est ce que la municipalité de Montréal et plusieurs intervenants appellent
travailler des espaces publics autrement. Et la ville de Montréal va adopter très, très prochainement un premier plan intégré d'urbanisme et de mobilité dans lequel il y a 3 piliers de l'action en urbanisme et en mobilité qui sont indiqués, qui sont sur cette petite diapo. C'est travailler la ville de la proximité, pour ne pas dire la ville des 15 minutes. On est très, très, très proche de c'est même plus que proche. Bon, la ville de la proximité, et en lien avec les mobilités qu'ils appellent durables, actives, collectives et partagées, et en lien avec le travail sur l'espace public. Donc, on voit que l'espace public est vraiment un maillon ou un élément central du développement futur de la ville, et dans ces espaces publics à travailler autrement ou à concevoir autrement, la rue est essentielle. Alors, on a beaucoup travaillé pour la ville de Montréal sur la question des espaces publics dans le cadre de ce plan. Je vous passerai les détails, mais il est tout à fait évident qu'il y a un changement de perspective sur les vocations de la rue, du point de vue des professionnels, de plus en plus du point de vue des élus, dans les grandes villes, mais pas uniquement, qui conçoit que les vocations et les usages de la ville doivent être pensés selon 3 dimensions complémentaires. Donc, on ne parle pas uniquement de vocation circulatoire, d'usage de déplacement ou de flux, donc on ne parle pas uniquement de tubes, mais on parle de 3 dimensions complémentaires de la rue. Alors, ce n'est pas toutes les rues qui peuvent être envisagées comme ça, mais on réfléchit de plus en plus systématiquement à la rue comme un lieu de destination, de vie, d'expérience, de rencontre. Un lieu, oui, de mobilité, mais un espace qui fait le lien et qui permet le déplacement et le déploiement d'une mobilité donc active, sobre et sécuritaire, mais aussi comme un espace écosystémique. Alors, cette vision à 3 dimensions, elle n'est pas méga innovante, mais ce qui change, c'est qu'on se demande comment on peut concilier ces 3 dimensions-là. Et donc, moi, ce dont je vais vous parler, évidemment, c'est plutôt de la fonction de lien, parce que là, on a une prise de conscience très, très forte à Montréal et au Canada, de l'importance de repartager l'espace en linéaire et en transversal de la rue pour la mobilité alternative à la voiture, tout en considérant qu'il y a aussi d'autres fonctions à la rue, ce qui complexifie un petit peu la perspective. Alors, dans ce repartage de l'espace de la rue en faveur des mobilités que nous, on nomme donc sécuritaires, confortables, actives, etc., il y a toujours, alors là, j'apprends rien, c'est des choses que les urbanistes connaissent très bien, les designers aussi, on travaille sur les échelles, les usages, sur les modes qu'on souhaite voir passer dans la rue, les vitesses de circulation, puis sur ce qu'on appelle ici la rive ou la rive de rue, donc la bordure de trottoir et l'offre en stationnement. Alors, il y a 2 grandes approches qui sont déployées à Montréal. Il y a l'approche par zone, assez classiquement, notamment, par exemple, très récemment, on travaille de plus en plus à apaiser les zones autour des écoles. Je sais que ça se fait aussi ailleurs, mais on travaille aussi sur des zones de rencontre dans lesquelles la voiture est exclue et dans lesquelles on va favoriser les mobilités actives. C'est assez récent et ce n'est pas déployé systématiquement partout, mais de plus en plus. Et on est encore du côté de l'innovation et de l'émergence depuis quelques années des zones de rencontre et depuis très récemment des zones d'école apaisées. La deuxième approche, c'est celle du partage de la rue de manière plus linéaire où on va redistribuer les mobilités. Puis, c'est ce qu'on appelle donc les rues conviviales ou les complete streets, je vais y revenir, ou la piétonisation, puis je l'ai mis entre guillemets parce que dans le cas de Montréal, le repartage de voirie a connu une croissance très forte pendant la COVID, comme partout ailleurs dans le monde. Ça a permis des expérimentations et on a adopté le principe de la piétonisation de certaines artères commerciales, mais de façon temporaire et saisonnière, donc uniquement l'été. Et donc, on n'est pas dans des piétonisations pérennes pour le moment. Par contre, ce qu'on a vu depuis plusieurs années, puis c'est bien avant la COVID, plutôt à partir des années 2000-2010, ce sont les exemples d'aménagement de type rue conviviale ou complete street sur lequel je vais vous amener à quelques constats dans les 4 minutes qu'il me reste. Cet aménagement de complete street, c'est un repartage très ségrégé des fonctions de mobilité au profit de l'ensemble des usagers de la rue. Donc,
on réaligne, on égalise entre guillemets l'importance des mobilités, on prend en considération tous les types de mobilité, dont ceux des plus vulnérables, et l'aménagement doit être très formalisé pour permettre la mobilité de tous, donc notamment active et collective, notamment la marche et le vélo, et dans des situations extrêmement sécuritaires. Donc, c'est vraiment un aménagement assez fonctionnaliste de séparation des fonctions. Et ce modèle de la Complete Street, il est présent partout au Canada, partout en Amérique du Nord, et il y a floraison de guides d'aide à la décision, de benchmarking sur les bonnes expériences, les bonnes pratiques, soit pour faire des TCSP, des transports en site propre, soit pour déployer les vélos, la marche. Bon, je vous ai mis ici des exemples de sites, c'est Smart Growth America, c'est NACTO, il y a un site aussi qui s'appelle Complete Street for Canada, donc on a une littérature professionnelle extrêmement abondante et on voit se déployer dans des échelles très différentes, des situations urbaines très différentes, des rues conviviales. Puis là, vous avez 3 exemples. Toronto, c'est les champions au Canada des rues, des Complete Street. Il y en a beaucoup. Il y a sur leur site des guides à n'en plus finir pour toutes les situations d'aménagement possibles. Mais vous avez aussi la ville de Québec, dans la province, qui a adopté, elle, une politique municipale de rue conviviale, mais on voit à l'autre bout du spectre des petites villes ou des villes moyennes qui vont transformer leurs artères commerciales avec ce modèle-là. Donc, c'est quelque chose qui est assez répandu et auquel on accroche un certain nombre de bienfaits ou d'effets positifs attendus, très variés et pas uniquement en termes de mobilité. Et le spectre des effets attendus, des bienfaits présupposés de ces aménagements sont très diversifiés. Ça va de la santé à l'économie en passant par la mobilité et l'environnement. Et quand je dis économie, par exemple, on va jusqu'à suggérer que ça peut permettre la création d'emplois dans des artères commerciales. Donc, le spectre des bienfaits est très large, a priori, mais c'est sûr que si on s'intéresse à la mobilité, on conçoit a priori que ces aménagements-là ont plus de bienfaits que de coûts, et ils ont des bienfaits pour les mobilités actives et collectives, pour la mobilité durable et la sécurité routière. Donc, c'est quelque chose sur lequel on mise énormément. Et évidemment, nous, on s'est posé la question des effets, mais ce que je vous propose dans la dernière minute qui me reste, c'est de vous donner quelques constats, parce qu'on a fait une étude comparée de 7 projets au Québec pour savoir à différentes phases quels étaient les verrous et les facilitateurs de ces projets. Et il advient que, en fait, ces projets très, très mobilisés dans différentes villes à différentes échelles présentent des atouts indéniables. Ils sont très territorialisés, ils sont très adaptatifs au contexte, aux enjeux locaux. Ça permet aux villes de déployer des stratégies alternatives pour promouvoir la mobilité active. Cependant, malgré des processus décisionnels qui sont très favorables, des leaderships qui sont très assumés, parfois, on rencontre un certain nombre de verrous et d'angles morts que je vous lance et on pourra les questionner ensemble. C'est que, en termes d'acceptabilité sociale, ce n'est pas du tout une évidence pour les populations locales, les commerçants, d'accepter ce type de changement-là. Les municipalités n'ont pas toujours les revenus et les moyens, ni les ressources humaines pour, à l'interne, mener ces projets-là. Donc, c'est des verrous quand même très, très forts. Et en guise de conclusion, en fait, je rappellerai quand même que ce sont des interventions qui se font ponctuellement. Il n'y a pas de passage à l'échelle, il n'y a pas de mise en réseau des interventions de type rue conviviale. Donc ça, c'est une problématique, c'est un problème. Deuxième problème, les rues conviviales, ce n'est pas toujours fait pour la mobilité. Ça peut être fait pour le redéveloppement commercial. Et à ce moment-là, les questions de mobilité sont moins centrales et je trouve on estime qu'elles sont moins bien traitées. Puis l'angle mort qui me semble préjudiciable à la compréhension des effets des projets, c'est qu'il y a très peu d'évaluation des effets des projets. Donc, de ce point de vue, il y a quand même une forte interrogation sur les bienfaits réels sur la mobilité active de ces projets-là. 2 petites photos que j'aurais pu commenter, mais je m'arrête car j'ai déjà trop parlé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Florence, pour cette présentation qui était très claire et qui est très intéressante parce qu'on a beaucoup d'auditeurs français aujourd'hui. Effectivement, ça permet d'avoir une vision différente.
Alors, je ne vois pas de questions dans le module de questions-réponses. Enfin, surtout, n'hésitez pas. Après, moi, j'avais une question. Finalement, ce que vous expliquez, c'est que les endroits où on s'empare de cet outil de rue conviviale, c'est vraiment quand il y a localement une volonté politique forte, j'ai envie de dire, d'avoir des équipes qui soient disponibles et qui soient en Ouais. capacité de mettre en place ce type d'équipement. Oui, alors il y a quand même deux initiatives qu'on peut remarquer. Ça peut être porté à l'interne par des équipes internes en urbanisme, en ingénierie qui vont porter cette conception-là, puis qui vont la faire remonter aux élus. Ça se passe souvent comme ça, mais il peut y avoir aussi clairement un portage politique dès le départ, une volonté. Puis quand c'est ça, ben, puis si les deux sont, si on a les deux leaderships, c'est-à-dire à l'interne et politique, alors là, on a des conditions de réalisation qui sont plutôt meilleures que quand c'est porté juste à l'interne, mais que les élus ne s'y intéressent pas, ou que les élus proposent à des équipes qui n'ont pas les ressources des projets qui sont un peu trop complexes et un peu trop gros pour eux, en fait. Hein. Donc, ces conditions-là, elles sont quand même très variables. Puis, plus on va vers les petites municipalités, je dois vous dire, plus les équipes sont restreintes. Donc, dans les grandes villes, il y a plus de ressources, enfin, bon, des choses assez classiques. Donc, ça marche bien. Un des verrous que j'ai passé comme ça, puis sur lequel on va travailler dans la prochaine année, parce qu'on a une nouvelle commande de ce point de vue-là, c'est que ce qu'on appelle ici l'acceptabilité sociale, la réception par les populations, par les acteurs du territoire, notamment les acteurs économiques, pour ne pas dire par les commerçants, etc., est un vrai défi. C'est pas toujours bien compris, même je dirais par des populations résidentes qui vont en avoir un bénéfice a priori, enfin voilà, parce que la culture de l'automobile est très très ancrée, très 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 ancrée. Alors si on sort des grands centres urbains, il n'y a pas d'alternative, donc ça devient très compliqué de changer les pratiques. Et puis, une résistance sur les artères commerciales. No car, no business, hein, quand même un adage des années 50, pas de stationnement, pas de développement économique. Il est encore assez présent, je vous dirais, pas partout, pas chez tous les commerçants, c'est pas vrai, mais dans un certain nombre d'établissements. Et ça, c'est ce à quoi se heurtent assez rapidement dans certaines situations les élus ou les porteurs de projets. Donc, il y a ici au Québec, on est un peu les champions de la consultation publique. Ça peut être un vrai levier pour dénouer ce qu'on appelle ces verrous-là, pour trouver des meilleures conditions pour faire comprendre les projets. Le cas échéant, pour les modifier aussi un peu, hein, je dis c'est très incrémental. On adapte les projets. Des fois, on laisse des ambitions de côté pour permettre quand même des aménagements, puis faire des compromis. Donc, ce côté incrémental est quand même, je trouve, très intéressant aussi parce que, oui, il y a un modèle, les guides hein, vous présentent des modèles, il y en a, mais on s'y perd. Sur le terrain, il y a quand même un pragmatisme, une adaptation. Puis des fois, c'est sûr que les projets sont moins ambitieux, sont moins... mais ça s'explique. Et puis nous, on est très intéressés sur pourquoi on change les projets et à quel type de cause ça correspond, parce que tout le monde est un peu convaincu que c'est bon pour tous et en fait, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas encore prêt à. Donc, on travaille beaucoup sur ces questions de consensus, en fait. Ok, merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe maintenant à la présentation de Nicolas Furmanek pour le CEREMA. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfaitement, on vous entend très bien. Parfait. Je vais partager mon écran. Super, on voit la présentation, pas encore en plein écran, mais OK. C'est droit être bon. c'est bon. Très bien, c'est à vous. Alors, moi, je vais du coup m'intéresser au partage temporel des espaces publics. Donc, en fait, pendant ces 15 minutes qui me sont consacrées. Donc, je remercie hein, également l'équipe d'organisation de m'avoir convié en fait, à cette intervention. Sur un sujet en fait qui a fait l'objet d'une actualité dernièrement au CEREMA, puisqu'en fait on a publié notamment un ouvrage sur le sujet de la gestion temporelle des espaces publics et on a organisé un webinaire national en fait en avril pour faire suite à cette publication. Je vais passer là.
Alors, en termes d'introduction, en fait, je voulais vous préciser du coup hein, ce qu'on pourrait du coup dire en termes de contexte et de constat. En fait, on a en milieu urbain, et comme l'a très bien montré aussi l'intervenante précédente, c'est qu'on a des espaces publics qui sont très contraints au niveau foncier, qui sont conçus notamment pour des durées des décennies, 30, 40, 50 ans, et sur lesquels, en fait, peuvent être mis en place des dispositifs séparateurs, donc pour séparer physiquement les usages qui peuvent être potentiellement en conflit entre eux, mais aussi partager ces espaces dans le cas d'une mixité, en fait, des usages. Et c'est ce qu'on trouve notamment de plus en plus dans nos centres-villes, hein. C'est les zones de rencontre, les zones à circulation apaisée, les zones air piétonne et puis les zones 30 également qui sont pour favoriser justement cette mixité des usages, au profit notamment des modes actifs. On a en parallèle des usages du coup qui sont plutôt variables dans le temps hein, par nature, qui sont multiples et qui, en milieu urbain notamment, se développent et évoluent très rapidement et avec notamment des fluctuations qui peuvent se faire de manière très rapide à différents échelons temporels. Et c'est ce qu'on peut constater, les services de voirie peuvent constater qu'il y a à certains moments des espaces qui sont suroccupés par notamment le trafic automobile aux heures de pointe du matin, aux heures du pointe du soir, des parcs de stationnement qui peuvent être également sous-employés, et à côté de ça, on a des usages qui ne peuvent pas forcément se développer comme ils le souhaitent. Donc en fait, on a toute une étude justement de gestion temporelle à mener sur ces espaces pour essayer de les optimiser de manière plus efficiente. Alors, ce sujet en fait de partage temporel s'inscrit en fait un peu dans les nouveaux enjeux des politiques publiques, hein, puisqu'en fait, on est à ce jour en fait sur une recherche de différents leviers hein, de cadre de vie, d'amélioration du cadre de vie des habitants, des riverains, des objectifs de zéro artificialisation nette, notamment de limiter l'imperméabilisation, notamment éviter de déployer d'autres réseaux neufs sur les villes et dans leur périphérie, donc plutôt de recentrer les usages sur le centre, dans la ville-centre. On est également confronté en fait à des réalités économiques et budgétaires des collectivités locales qui ne peuvent pas non plus mettre en œuvre des projets neufs aussi facilement qu'on le pense. À côté de ça, on a également des enjeux plutôt de mobilité, avec des mobilités actives qui se déploient, hein, avec notamment les plans nationaux successifs vélo, hein, qui ont l'ambition en fait, de développer le réseau structurant vélo et tous les aménagements cyclables dans les villes. Et puis à côté de ça, on a encore des réseaux routiers qui sont saturés à certaines heures, du fait également de la dépendance encore très forte aux véhicules. À côté de ça, on a la sobriété dans l'aménagement. C'est des objectifs qui sont notamment stipulés dans les nouvelles réglementations, notamment dans la loi climat-résilience. On va rechercher plus de sobriété dans l'aménagement. Et puis, également, plus d'optimiser l'existant que du neuf. C'est ça ce que ça recoupe à ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, c'est ce qui est écrit, hein, c'est des voiries qui sont rythmées et qui sont adaptées en fait en fonction des usages qui évoluent dans le temps. Alors, les échelons de temporalité, hein, comme on l'a un peu introduit tout à l'heure, ça peut être à la journée, heure du matin, du soir. Ça peut être également le jour et la nuit. Des activités riveraines ou événementielles, hein, comme les marchés, hein, qui sont très bien ancrés dans nos usages et pour lesquels, en fait, ces espaces font l'objet également d'une gestion temporelle. Manifestations sportives et rues commerçantes, et puis également les enjeux très forts de la saisonnalité, avec des stations balnéaires qui voient affluer un nombre d'automobilistes très important,
durant les saisons, que ce soit estivale pour les littorales ou l'hiver pour les stations de montagne. Alors, on rencontre dans les villes des rues aux visages multiples. C'est-à-dire que le matin, sur une aire piétonne, on va plutôt avoir une prédominance de véhicules de livraison pour la desserte notamment des commerces qui sont proches. Peu de piétons du fait de l'horaire. En fait, on est sur des créneaux qui ne sont pas forcément encore aux heures de pointe. Donc, les livreurs ont plutôt tendance à intervenir sur l'espace public aux heures hors heure de pointe. Et après ça, en fait, on a une configuration pleine d'aires piétonnes, en fait, l'après-midi, quand tous les livreurs sont partis. Les piétons et les cyclistes, donc, du coup, peuvent occuper pleinement l'espace qui leur est dévolu. Donc, en fait, on a quand même, on voit qu'il y a quand même un espace qui peut euh, procurer plusieurs fonctions, avoir plusieurs fonctions d'usage. Alors, comme je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, en fait, c'est innovant, mais pas récent, puisque en fait, on a notamment des pratiques qui sont déjà bien enracinées et réglementées hein, dans les villes et les villages, avec notamment les marchés sur les différentes places qui sont réservés totalement ou partiellement au stationnement motorisé. Donc, ça, c'est vrai que ça pose, on voit qu'il y a une réappropriation de l'espace par le piéton et dans une moindre mesure par le vélo, même si enfin, c'est plutôt piéton, mais les axes, les pénétrantes vers le marché parfois peuvent être également dévolus à la circulation du vélo pour que le cycliste puisse se garer au plus proche de la place de marché. On a également les stationnements unilatéraux alternés sur chaussée qui sont des techniques bien connues sur le territoire français. Les terrasses de café qui sont installées pendant la saison estivale pour justement faire profiter les usagers, les touristes de la belle saison. Et puis, il y a des pratiques plus innovantes, notamment qu'on va un petit peu découvrir dans le cadre de cette présentation. Et ça rejoint aussi avec l'intervenante précédente, c'est également le traitement et toutes les méthodologies qu'a déployé également dernièrement le CEREMA sur les abords des écoles. Alors, différents objectifs sont visés par le partage temporel. Donc, on va bien entendu avoir une utilisation plus efficiente de l'espace public, mais également réserver des espaces selon des PAD au profit de certaines catégories d'usagers. Par exemple, ça peut être des mobilités douces, hein, dites décarbonées, partagées comme les transports collectifs, le covoiturage, l'autopartage. Et plus indirectement, tout ceci va contribuer en fait à inciter au report modal vers des modes de déplacement plus vertueux notamment, puisqu'on va permettre d'améliorer en fait la qualité d'usage d'un espace pour permettre justement enfin, ça va favoriser des espaces d'usage et puis ça peut renforcer hein, pour les modes de transport dits collectifs leur attractivité, puisqu'en fait on va pouvoir justement améliorer la desserte, le niveau de service de certaines lignes de transport. Indirectement aussi améliorer la qualité de l'air, le cadre de vie d'un quartier. Et on parle bien de temporalité, de temporel et non de temporaire, qui sont deux notions différentes et pour lesquelles en fait on a quand même dû, comme dans le cas de notre étude, bien définir, puisque la temporalité va plutôt conduire en fait à réfléchir sur la récurrence en fait d'un événement qui va amener à aménager l'espace public pour répondre du coup à cette temporalité, alors que le côté temporaire est plutôt lié au côté provisoire, notamment des chantiers urbains notamment, ou dans le cadre d'urbanisme tactique avec notamment les coronapistes. Alors, les équipements associés peuvent être de différentes natures. On a des dispositifs physiques qui sont tout simples, hein, assez sobres et frugaux. Ça peut être de simples mobiliers urbains qui sont démontables, qui peuvent être, comme là,
en haut à droite de votre écran. Ça peut être des barrières physiques, ça peut être de simples potelets escamotables ou rétractables. Ça peut être également des bornes et jardinières qui peuvent être installées temporellement en fait, en début de saison estivale, par exemple, pour neutraliser la circulation automobile. Et puis, ça peut également être accompagné par tout un dispositif de signalisation statique, par des panneaux, marquage au sol. Et puis dynamique, ça peut être des signaux d'affectation de voie, des panneaux à messages variables. On est plutôt sur des dispositifs plus routiers, hein, donc un peu plus coûteux. Et c'est pour ça que je mets un peu en point de vigilance de ne pas négliger dans les études de temporalité tous les coûts engendrés par les différents dispositifs qui sont mis en place pour le partage temporel, que ce soit les coûts d'entretien, de maintenance, le fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire que si toutefois un appareil ne fonctionne plus, quid du fonctionnement de la solution. Alors, il y a différents points de vigilance et clés de réussite. Donc, en fait, on a bien entendu un partage temporel plutôt sur le corps de chaussée. Donc, on va du coup, en gros, de fil d'eau à fil d'eau. Mais il n'y a pas de partage temporel pour les modes actifs. Ou s'il y en a, c'est au profit de ces modes actifs-là. On ne va jamais en fait dégrader la qualité d'usage existant des modes actifs. Donc, si toutefois il y a un choix à faire, ça sera sur d'autres espaces d'usage de voirie qui seront faits. On a également des questions de visibilité et de lisibilité pour que les usagers puissent prendre pleinement conscience en fait, et comprennent bien l'aménagement qu'ils traversent ou qu'ils occupent ou auquel ils approchent. Et puis également les règles d'accessibilité, bien entendu, à respecter. Alors, qui dit gestion temporelle dit également, est-ce qu'on peut le faire à droit constant ou plutôt à titre expérimental? Donc, il y a pas mal le cadre juridique existant français peut permettre un certain nombre de dispositifs de gestion temporelle. Donc là, on dit qu'on est à droit constant. Donc, le dispositif peut être mis en place de manière immédiate sans rentrer dans un cadre expérimental et dérogatoire. Si c'est le cas d'une dérogation, en fait, on incite également sur le côté, en fait, temps long et moyen à mettre en place de l'expérimentation, qui n'est pas à négliger, puisqu'en fait, c'est vrai que parfois, ça peut être une solution intéressante de passer par l'expérimentation, mais ça suppose un cadre expérimental qui est parfois assez compliqué, complexe à mettre en œuvre et une temporalité de dossier à traiter qui est assez long. Donc, il faut être sélectif. Alors, là, ici, j'ai mentionné le comité d'innovation route et rue, qui est un outil en fait, déployé par le ministère de la Transition écologique depuis 2007, qui permet notamment d'encourager certaines innovations. Donc, en fait, ça permet, par ce dispositif-là, en fait, de pouvoir tester, faire tester en fait, des dispositifs. Pour une gestion temporelle, on a bien entendu plusieurs points à prendre en compte, notamment c'est la communication, la concertation. On ne peut pas mettre sur toutes les rues, sur tout un quartier, les dispositifs. C'est vraiment quand il y a un besoin qui se fait sentir en fonction du contexte local. Voir également les questions d'acceptabilité sociale de ces dispositifs. Les questions également d'entretien et de coût que je mentionnais tout à l'heure. Et puis également le suivi, le contrôle et la surveillance du respect de ce dispositif, voir également s'il n'y a pas d'usage illicite pendant cette temporalité, parce que c'est vrai que c'est le risque, c'est en jouant en fait sur cette temporalité sur des usages qui sont variables dans le temps avec des aménagements qui suivent ces usages, de
d'apporter un peu de la confusion auprès de l'usager. Et du coup, c'est important déjà de bien les informer de ces dispositifs-là, mais également que ces dispositifs soient bien respectés. Donc, il y a du contrôle peut-être accru dans des premiers temps ou des panneaux d'information qui peuvent être mis en place à l'approche ou au droit de ces aménagements. Et puis, il y a des adaptations qui peuvent être prévues pour certains aménagements, hein, quand il se trouve que, il y a suite en fait à usage, hein, on se rend compte qu'il y a possibilité d'adapter, on essaie d'adapter au maximum pour optimiser. Donc, il y a un guide, hein, donc j'ai mentionné le lien. En fait, aussi à droite, c'est pour montrer que c'est un sujet qu'on a traité de longue date au CERTU puis au CEREMA, hein, sur tous les sujets de régulation, de voies réversibles bus, covoiturage. Et puis, donc en fait, je passe rapidement. Donc dans le guide, en fait, il y a différents types de typologies de partage temporel. Je ne sais pas s'il me reste encore un petit peu de temps, mais je vais juste préciser en fait le cadre cet ouvrage qui est plutôt dévolu à des retours d'expérience, des retours de bonnes pratiques ou des exemples expérimentaux qu'ils ont mis en place ou expérimentés sur l'espace public, et avec notamment une trame qui est toujours un peu la même, avec des classements par typologie de gestion temporelle, et puis à chaque fois on a le principe, l'aménagement, les avantages, la réglementation et la signalisation qui sont indiqués de manière très synthétique sur une ou deux pages au grand maximum. On voit les trois familles identifiées, hein. Nous, à l'échelle du CEREMA, on a identifié du coup trois familles de cas d'usage, notamment le changement temporel de statut zonal d'une rue ou d'un ensemble de rues, le partage temporel de voies de circulation, et puis tous les espaces de stationnement qui peuvent être également dévolus à d'autres usages. Voilà, donc là, en fait, on a les zones de rencontre en période estivale hors période estivale, deviennent aires piétonnes l'été, par exemple. Donc ça, c'est des cas très connus. On a sur la famille de partage temporel des voies, on a par exemple les rues commerçantes qui sont fermées à certaines heures pour justement permettre le déploiement complet sur la voirie, ou pour des cheminements sécurisés des piétons et des modes doux, enfin les modes actifs comme les vélos. Et puis également les accès aux pôles sportifs ou culturels. Donc en fait, dans les partages temporels des voies, en fait, on va surtout retomber sur cette espèce de flexibilité de la voie, donc réversibilité, changement d'affectation, voie auxiliaire. Et je termine par les espaces de stationnement avec notamment des dispositifs innovants, notamment le dispositif Flowell de chez Colas, qui est suivi par le CEREMA pour justement déployer d'autres types d'usages à certaines heures également. Je crois que j'ai pas trop le temps d'expliciter le dernier exemple, mais en fait, c'est pour montrer que voilà, il y a un fort enjeu également sur les aires, enfin les stations balnéaires, hein, avec une affluence touristique très forte, et notamment des solutions qui sont mises en place dans les collectivités pour justement profiter de l'existant et non pas créer du neuf pour répondre ponctuellement à un besoin. Merci de votre attention. Et Merci beaucoup. j'étais peut-être un peu long, désolé, je n'ai pas trop maîtrisé le chrono. Pas de souci, c'est hyper intéressant aussi. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire. Puis je pense que les différentes ressources dont vous parlez sont sur le site du CEREMA, donc Mm. vous pourrez aller les consulter. On a une question dans le chat qui est la suivante. Comment sont réalisés les observatoires et les recueils de données terrain pour faire les diagnostics de situation? Alors, c'est souvent les équipes, du coup, les services techniques, hein, de voirie, espace public, en concertation généralement avec les usagers et les riverains, qui mettent en place en fait qui diagnostiquent en fait l'état des lieux
de la rue ou du quartier. Il y a également le CEREMA qui peut venir en appui, hein, avec notamment différentes méthodologies de démarche pour identifier ces rues qui peuvent faire l'objet d'une gestion temporelle. Après, je ne peux pas forcément aller plus loin là dans ce sujet parce que c'est vrai que mais en fait, c'est vrai que ça ressort du diagnostic qui est très important à mener au niveau de la collectivité, hein. Donc, c'est la collectivité qui prend quand même, qui est à la manœuvre et qui prend en charge, je pense, enfin, bien entendu, en lien avec les usagers, les riverains, tous ces aspects, qui fait remonter ces dysfonctionnements et ces possibilités de gestion temporelle. Mais c'est vrai que c'est des études à mener finement avec la collectivité et en appui potentiel avec le CEREMA. Mais voilà. Ok. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous propose qu'on puisse donner la parole maintenant à Myriam Servère de l'École centrale de Nantes. Alors, pour l'instant, bon, le micro est ouvert. Oui. Parfait. Par contre, hop, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, parfait, on voit très bien. Ok. C'est parti. Quand je fasse pas de bêtises. Ok. Donc, je vais vous parler des perceptions des espaces urbains d'un point de vue piéton. Donc, quelque part, je fais un pas de côté par rapport aux présentations précédentes parce que je vais parler de la prise en compte, de la perception et du point de vue d'un seul type d'usager, donc le piéton. Et en plus, d'un point de vue plus peut-être informatique, puisqu'on ce qu'on fait dans mon équipe, c'est de travailler avec des outils de l'informatique urbaine pour, on pourrait dire, ramener la Smart City à l'échelle du corps. Alors, juste 2 mots sur le laboratoire que je suis directrice adjointe. C'est un laboratoire un peu spécifique puisque c'est un laboratoire des écoles d'architecture qui rassemble aussi une école d'ingénieurs. Et c'est un laboratoire très interdisciplinaire où on a à la fois des architectes, des sociologues et des informaticiens, des urbanistes, des géographes, donc des points de vue assez différents et complémentaires avec un même objet d'étude, l'espace urbain. Les travaux dont je vais parler concernent un groupe de recherche particulier de ce laboratoire qui est le groupe de recherche vision, visibilité, visualisation, où on travaille sur la médiation numérique du rapport visuel à la ville. Et c'est ce triptyque vision, visibilité, visualisation, c'est vraiment le fondement de ce groupe de recherche. On articule les usages de la donnée 3D urbaine spatiale et temporelle avec le primat du visuel et l'instrumentation numérique. Donc l'ensemble de ces recherches se placent dans un contexte où les enjeux d'habitabilité et de résilience amènent les villes à des évolutions nécessaires. Et bien que toutes les constituants de la ville sont intrinsèquement liés, bon, il y a plein d'approches pour traiter les évolutions de ce système complexe selon les différentes focales qu'on va utiliser. Nous, on va considérer la relation des citoyens avec leur environnement immédiat directement visible, ce qui va impliquer de déterminer la qualité perçue des espaces urbains. Bon, je vous reparle peut-être pas de Lynch et de l'importance de l'imageabilité de la ville pour intégrer les représentations mentales des habitants, mais les images immergées dans la ville sont maintenant disponibles sur des territoires qui concernent plus de la moitié de la population du globe, donc via la Street View Imagerie. Et de plus en plus, on utilise, alors des collègues et nous, utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour, par exemple, extraire le contenu sémantique d'image, pour calculer des indicateurs qui permettent une qualification de l'utilisabilité de l'espace. Donc, par exemple, j'ai des collègues qui ont travaillé sur la cyclabilité des villes à partir uniquement d'extraction d'indicateurs de Street View Imagerie. Toutes ces évolutions actuelles, dont les 4 dernières années principalement, ça conduit à l'émergence d'un concept d'intelligence visuelle de la ville et dans un domaine émergent qu'on pourrait appeler d'intelligence urbaine. Et toutes ces évolutions récentes vont soulever des questions sur la manière dont la perception sensible par les habitants des lieux, elle est qualifiée automatiquement par un algorithme. Est-ce que cette qualification, qui est actuellement uniquement statique, va permettre de rendre compte de la perception d'un piéton en mouvement?
Alors, mes collègues et moi, on travaille à la mise en place d'un système de médiation numérique entre le piéton et la ville. On part de la perception de l'espace urbain par le piéton, qui est principalement visuel, et qui se déplace, et on se concentre sur les liens que ce point de vue permet entre le monde réel et un double numérique de la ville. Ce double numérique nous donne des informations affichées dans le monde réel pour mieux l'appréhender, et au contraire, cette captation du monde réel va permettre d'enrichir un double numérique de la ville pour pour éventuellement le simuler et aller jusqu'à afficher des informations sur site. Ce qui est important et ce qui nous intéresse principalement à ce niveau-là, c'est la perception par le piéton, à la fois du monde réel pour enrichir le monde virtuel et de la donnée dans le monde 3D pour aller enrichir le réel. Et il y a un point qui est critique, un verrou qui est critique par rapport à tous ces travaux-là, c'est la géolocalisation fine du piéton en ville. Nos questions de recherche s'articulent entre on va dire deux grands champs. D'abord, la perception de l'espace réel pour enseigner une représentation de la ville, donc avec des travaux sur le géopositionnement en extérieur et surtout la qualification des rues avec une perception visuelle. Mais aussi, on travaille sur une visualisation d'une ville 3D, alors d'un point de vue piéton, et qu'est-ce que ça veut dire immerger le piéton dans un espace virtuel pour lui faire, pour simuler en fait les perceptions qu'il aurait dans le monde réel. Je ne pense pas que j'aurai le temps de passer sur cette deuxième partie. Donc sur le géopositionnement en extérieur, c'est des travaux qu'on fait principalement avec un laboratoire de l'université Gustave Eiffel, donc tu t'es pas complètement trompée, Véronique, travaille aussi beaucoup avec cette université-là, parce que on cherche à répondre à la question où fixer un dispositif de positionnement sur une personne pour avoir une position, une trajectoire la plus précise possible du piéton en ville. Parce que cette positionnement précis, c'est la zone d'entrée de beaucoup d'autres applications, et notamment, si on veut alors c'est un mode de perception, mais si on veut capter une perception de la vie du piéton et enrichir ensuite un modèle 3D, il faut savoir exactement où on était, qu'est-ce qu'on regardait. Et là, on s'est posé la question, quel était le masquage du corps humain par rapport à des signaux satellitaires de positionnement. Donc, vous voyez le dispositif, c'est un dispositif de captation des signaux GNSS avec une caméra par-dessus qui regarde le ciel, et on segmente le ciel pour savoir quels sont les satellites qui sont dans une zone visible ou non visible. Donc, là, vous avez deux images qui sont prises à la fois dans un dispositif tenu à la main, ici, et tenu au pied, là, et on regarde quels sont les satellites qui sont visibles, donc l'os. Et de manière totalement contre-intuitive, un dispositif de positionnement de la personne posée sur le pied voit plus de satellites qu'un dispositif tenu à la main. Et donc, sur cet aspect de géopositionnement à l'extérieur, les trajectoires des systèmes quand on monte sur le pied présentent à la fois une plus grande précision et une plus faible incertitude du positionnement de la personne. Donc, on continue à travailler sur ces aspects-là pour lier ces effets de position, enfin ces problématiques de précision du positionnement avec la morphologie urbaine. Nos travaux principaux sont sur la qualification des rues par perception visuelle. Et l'idée là, c'est de qualifier par apprentissage automatique la perception de l'espace urbain d'un point de vue piéton. C'est pour répondre à cette question que la plateforme PacePulse 2, qui a été lancée par le MIT et diffusée en 2016, a collecté une perception de lieu. Donc, en fait, c'était deux images. Et on demandait aux utilisateurs de dire, de répondre à la question. Donc, par exemple, sur cet exemple, quelle partie, quelle zone urbaine semble plus sûre? Donc, ils ont qualifié 110 000 images avec 80 000 volontaires du monde entier sur 6 dimensions, sur vivant, beau, riche en lieu et déprimant. Donc, de toute façon, c'est actuellement le seul jeu de cette ampleur, jeu de données de cette ampleur qui qualifie l'espace urbain d'un point de vue usager,
d'un point de vue visuel, et qui a servi à l'entraînement d'un réseau de neurones qui est maintenant utilisé pour qualifier des villes, un ensemble de linéaires de routes, de villes à des échelles urbaines. Donc on voit pas mal de publications qui passent à partir de ce jeu de données-là. Et ce jeu de données permet de donner des scores perceptifs en fonction du point de vue. Alors, par exemple, si je vous donne ces deux images, je vous demande laquelle des deux la plus sûre correspond à une zone la plus sûre pour d'un point de vue piéton, il y a des chances que vous me répondiez celle-là. Peut-être pas tous, mais la majorité. Or, ces deux images correspondent exactement au même lieu. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici la zone de la première image et ici la zone de la deuxième image. Donc, un problème de direction pour la qualification des lieux. Et nous, on considère que pour qualifier le point de vue d'une personne qui serait immergée dans la ville à partir de ce qu'elle voit, on aurait plutôt besoin d'une analyse 360 de l'espace. Parce que si on fait une analyse selon des points de vue à 90 degrés, comme c'est fait à partir de cette plateforme, on va avoir effectivement des notes de chaque zone. Hein. Donc ici, pour la qualité de sûreté de l'espace, celle qui est la mieux renseignée, on va aller de 0,99 à 0,17 pour la zone avec le mur. Mais ça ne va pas donner de réponse sur le lieu en soi. Il n'y a pas de réseau actuellement qui permette de donner une réponse sur un point de vue de perception de piéton sur une image 360. Donc, on découpe l'image en plusieurs parties, généralement 4 directions. Et comment est-ce qu'on fait pour donner une note au lieu? La plupart des gens font une moyenne. Et on s'est posé la question, est-ce que la moyenne a du sens? La réponse est pas vraiment. Si je reprends deux exemples, ce sont deux fois la même image, mais avec les 4 images sur lesquelles on fait les notes qui sont décalées, vous pouvez voir l'évolution des notes, alors sur la sûreté, sur la note de beauté ou la note si le lieu est ennuyeux, qui évolue en fonction du point de vue sur le lieu. Donc, si on prend toujours 4 points de vue séparés de 90 degrés, la moyenne va beaucoup évoluer. Donc, c'est pas une solution, c'est une solution qui permet de donner des scores perceptuels à l'échelle de la ville, mais qui n'est pas forcément très fiable. Donc, on travaille sur on se pose la question, est-ce que l'apport de la perception du lieu via un 360 avant d'annoter le lieu va nous donner une perception du lieu différente? Et pour ça, on a une expérience en cours à laquelle vous pouvez accéder. Et on va vous demander de noter la sécurité de différents lieux, donc des images, ou des 360 en vous demandant de noter 4 directions. Et le but du jeu, c'est de voir si avoir en plus une visualisation de l'ensemble d'un lieu en faisant une rotation à 360 dans ce lieu va modifier la perception visuelle qu'on va donner sur la qualité de sûreté du lieu et donc être capable de produire au final des algorithmes peut-être un peu plus fiables. Alors notre travail qui est plus sur l'explicabilité de ces algorithmes, c'est être capable de noter la perception de lieu juste à partir d'une segmentation sémantique des images. Et donc là, c'est un travail qu'on a présenté récemment où à partir de juste l'extraction du pourcentage de pixels qui correspond à une classe particulière, et en particulier les 14 classes les plus présentes que l'on avait dans nos jeux de données, donc en particulier la quantité de routes, de ciel, de végétation et de bâtiments, ça permet d'obtenir en réentraînant un algorithme, le deep learning assez simple sur le même jeu de données que PlacePulse 2, des résultats qui sont on va dire, de très bonne qualité par rapport aux résultats du jeu de données qui est entraîné sur la totalité des images. Donc, avoir des choses qui sont peut-être plus
qui permettent d'avoir une perception, une explication un peu plus grande de qu'est-ce qui va jouer sur la note finale sur le lieu. Donc, au niveau de ce travail sur la qualification des rues par perception visuelle, donc ce que je vous ai présenté, c'est principalement le travail de Benjamin Bocan, qui est en fin de thèse, mais on se pose aussi la question de la perception de la marchabilité et de la cyclabilité des espaces. Donc, qu'est-ce qui va influer principalement sur la perception visuelle de la marchabilité d'un espace et comment ajouter des indicateurs de perception visuelle du point de vue piéton à des indicateurs beaucoup plus larges sur de la cyclabilité, par exemple, à une échelle plus grande. Bon, je pourrais vous parler encore longtemps de la partie visualisation de la ville. Je vais sauter cette partie. Pour conclure, qu'est-ce qu'on cherche à faire en fait? On cherche à produire des outils qui vont permettre à la fois d'apporter aux experts le point de vue piéton, mais de manière, on va dire, automatique et fiable, par un ensemble d'outils pour peut-être leur permettre de prendre, alors c'est très bien qu'ils prennent conscience de la perception urbaine des piétons, mais pour y avoir accès peut-être plus facilement et éventuellement dans d'autres indicateurs. Et on essaye de travailler sur vraiment le point de vue de l'utilisateur, donc même non seulement le point de vue statique, mais en ajoutant les déplacements. Alors d'abord, la perception en mobilité active lors de marche, mais on prend en compte d'autres aspects comme la quantité de végétation, où on commence à travailler aussi sur d'autres perceptions comme l'analyse du paysage sonore. Je m'arrête. Merci beaucoup, Myriam. Effectivement, c'était un pas de côté, mais c'est intéressant d'avoir justement cette vision sur la perception des usagers et sur la complémentarité des outils qu'il peut y avoir justement pour arriver à ce partage pertinent de l'espace public. On n'a pas de questions dans le chat. Néanmoins, est-ce que vous avez... Moi, j'ai une petite question sur, dans le cadre de vos travaux, est-ce que vous échangez avec des futurs usagers d'outils et notamment peut-être avec des bureaux d'études ou avec des autorités type métropole, par exemple? Oui, on essaye de contacter des experts, notamment pour la deuxième thèse dont je vous ai parlé, d'avoir un panel d'experts, voir quelles sont effectivement les informations du point de vue piéton qui vont le plus nous intéresser d'un point de vue purement opérationnel. D'accord. Et puis oui, on est en concertation avec notre métropole à travers un ensemble de travaux. Mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au niveau opérationnel pour qu'ils puissent l'utiliser directement. Ok. Je vois une question de Nicolas sur peut-on imaginer ce dispositif pour les cyclistes? Parce que là, aujourd'hui, vous travaillez sur la partie piéton. Est-ce que vous imaginez j'imagine dans un futur un peu plus lointain, travailler sur des perceptions d'autres usagers? En fait, c'est déjà fait par des collègues de Singapour qui ont travaillé sur la cyclabilité des espaces urbains à partir de Street View imagerie et d'un ensemble d'indicateurs que l'on peut dériver de données SIG. Okay. Donc, c'est des travaux en cours, mais néanmoins, c'est pas forcément revalidé par les utilisateurs. C'est des travaux qui sont faits sur des calculs d'indicateurs à large échelle. Ok. Bon, ça pourra peut-être être intéressant qu'on partage cette ressource éventuellement sur l'équipe de Singapour. Merci encore une fois, Myriam. Merci. Je vous propose qu'on passe à la présentation de Gwenaëlle Carfentan. Bonjour Gwenaëlle. Alors, votre micro est coupé. Ah. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Du coup, vous allez clôturer ce webinaire sur le partage de l'espace public. Donc, écoutez, je vous propose de partager votre écran et puis
Et puis, on Très vous bien. écoute. Donc, partage d'écran. Donc, j'ai préparé effectivement un support pour que ce soit plus pratique. Il est en PDF et je vous présente. Alors, on ne le voit pas tout à fait encore. Ça arrive. Il est là? Alors, moi, je vois encore un écran noir. Alors, normalement, vous devez le voir. Bon, ça Là, m'inquiète si c'est vous ne le bon, voyez pas. on le voit, on le voit. D'accord, parce que ça a été assez C'est chez long. moi. C'est chez moi, je pense que ça a mis du temps à arriver. Eh bien, écoutez, Ok, je vous laisse la parole. merci. Du coup, voilà, c'est effectivement, moi, je vais utiliser peut-être la même formule que Myriam. Je vais aussi, moi, faire un pas de côté. Ça reste effectivement important, cette notion de partage de l'espace public, donc sous l'aspect voirie, comme ça a été évoqué à l'instant. Et nous, cette fois, on va vous apporter un regard quand même issu d'un résultat d'une analyse algorithmique aussi, hein, puisque c'est un peu notre sujet également à travers la plateforme UrbanSync, qui est aujourd'hui la première plateforme de solutions digitales d'aide à la décision, justement sur ces notions d'espace public et de ville décarbonés. Donc, nous aidons à la transformation en fait des territoires, non plus l'adaptation au changement climatique. Je pense que c'est plutôt le vocabulaire a un peu évolué ces derniers mois avec l'évidence que le changement climatique était là et que c'était plutôt une transformation des territoires et des espaces qu'il fallait envisager. Par contre, on peut considérer qu'on est parfois un peu dépourvu. Qu'est-ce qu'il faut transformer? Où est-ce qu'il faut le transformer? Et comment? Et pour quels résultats? Donc, une fois qu'on a posé un peu cette équation-là, eh bien, on cherche à se doter d'un certain nombre d'outils pour essayer d'avoir une lecture beaucoup plus précise, en fait, localement. Et c'est en cela que SingCity s'est placé dans cette aide à la réponse pour décarboner de façon, on va dire, visible à travers un suivi d'indicateurs en ligne. Alors, pour vous faire une petite présentation rapide, bon, ça c'est le pourquoi, hein, donc nous on est là pour aider en fait à définir un cadre de transformation par l'observation, le suivi, la mesure et surtout l'évaluation en tant qu'outil d'aide à la décision avec les reportings qui conviennent. Donc, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes. On est filiale d'un bureau d'études historiques qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine, qui s'appelle CETUR, qui a toujours eu dans son ADN les questions environnementales. Et donc, l'équipe UrbanSync est vraiment dédiée aux outils numériques à 100%. Donc, c'est cette équipe qui aujourd'hui vous a préparé cette présentation à travers ces deux outils. Donc, je vais quand même beaucoup plus insister sur SingCity, puisque c'est vraiment celle qui est dans la logique systémique en fait de l'analyse des territoires, alors que Athénergie est plutôt un outil de simulation pour justement générer des espaces publics qui tiennent compte en fait des boucles énergétiques locales. Donc, on va en parler aussi, mais vous verrez, c'est, on va dire, une version un peu macro de la situation, en tout cas, que l'on cherche quand même à satisfaire, c'est le bien-être de chacun, l'amélioration du vécu et du ressenti lorsque l'espace public est traversé. Donc, la question est de savoir comment on peut articuler, comment on peut combiner, composer en fait avec toutes ces données. Et effectivement, il y a une quantité de données conséquente. Aujourd'hui, ce sont des données qui sont extrêmement dispersées, qui ne sont pas organisées non plus. Et pour aider à maîtriser une feuille de route vers la décarbonation, eh bien, il faut chercher à tout bien coordonner, ranger et avoir un côté systématique dans l'analyse de la donnée. Donc, c'est ce qui nous caractérise. C'est une expertise d'aujourd'hui qui a été reconnue. Nous avons la chance d'être labellisés par Chrysalide Numérique dans la catégorie données et intelligence artificielle. Nous avons été également labellisés par la Fondation Solar Impulse et nous sommes membres aussi de la Convention des entreprises pour le climat. Donc, ces trois
parce que les entreprises ne sont pas toutes retenues dans la Convention des entreprises pour le climat. Donc, il faut savoir que dans le Grand Ouest, il y a à peu près une 60aine d'entreprises qui font partie de l'année 2023. Nous avons également été labellisés, enfin du moins, c'est peut-être pas un label, mais on est membre de l'écosystème du CEREMA Lab. Et nous avons aussi un autre écosystème qui nous relaie, c'est ce qu'on appelle Cleantech Open France. Donc, j'insiste un petit peu sur le contexte parce que on sait que à peu près, on va dire pratiquement 75%, presque 80% de la ville est déjà construite, la ville de 2050. Or, on sait que aussi c'est quand même dans ces fameuses villes qu'il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, il y a 70% des émissions qui proviennent des villes et des territoires. Donc, quand on sait que finalement, cette ville, elle est déjà encore, enfin, il ne reste que 20% à construire, eh bien, on se pose la question. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et donc comment améliorer ce qu'on a. Donc, on s'aperçoit aussi, lorsqu'on regarde les chiffres de façon un peu plus précise, c'est que l'espace public au sens, on va dire, écosystème transport, ça représente à peu près 30% des secteurs émetteurs, donc ce qui est quand même colossal. La partie énergie représente aussi une part importante, hein, c'est 10%, mais c'est quand même pas le principal. Et vous avez le reste, les bâtiments et les déchets qui se répartissent également le delta. Donc, ce qui veut dire que, grosso modo, on a quand même 60% du travail à faire dans la ville, ce qui est quand même un sujet important. Et on voit que pour que ça soit pertinent, il faut le travailler en systémique, c'est-à-dire travailler avec plusieurs indicateurs. Donc, une fois qu'on a bien pris en compte en fait cette complexité d'indicateurs, on est obligé de faire un état des lieux, enfin ce que nous on appelle un état des lieux de la santé écologique et énergétique et environnementale de chaque quartier, de chaque secteur géographique avec lequel on a envie de travailler. Donc, pour être dans cette logique de complémentarité, eh bien, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle du multiréférentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul référentiel qui est, entre guillemets, le Graal et qui répond à toutes les questions. Ça, c'est un peu l'utopie que peut-être certains encore essayent auquel certains essaient de répondre. Mais en fait, par expérience, pour y avoir travaillé aussi de nombreuses années, notamment en écrivant moi-même le référentiel HQE Aménagement pour le compte à l'époque de l'association HQE et de l'ADEME. Donc, c'était quand même en 2000, rappelons les dates, c'était en 2003, donc c'était il y a 20 ans, donc c'était il y a très longtemps. Je m'étais quand même rendu compte qu'on ne peut pas s'enfermer dans un seul référentiel. Et aujourd'hui, ce qu'apporte SimCity, c'est cette logique de multiréférentiel, c'est cette capacité à comprendre que finalement, tout le monde a un petit peu raison. Chaque référentiel a abordé sous un angle particulier l'espace public et la ville et que c'est intéressant en fait de mettre en valeur aussi tout ce travail fait et de ne pas recommencer, surtout pas, mais de faire encore une fois avec la matière que l'on a. C'est ainsi qu'on a travaillé avec une bonne vingtaine de référentiels, parce qu'il y en a beaucoup en fait à vrai dire, et que du coup nous avons sélectionné 60 indicateurs et c'est ça qui nous a fait d'ailleurs référencer dans l'écosystème CEREMA Lab pour cette particularité et cette forme de vérité en fait que l'on est capable aujourd'hui pour lequel on est capable de prendre du recul. Alors, ce recul, en fait, il sert justement à travailler ce qu'on appelle des cas d'usage. C'est la terminologie qu'on a utilisée. Alors, c'est la traduction de use case pour ceux qui sont habitués aux anglicismes. Donc, les cas d'usage, ils sont en fonction, en fait, des problématiques métiers du territoire. Alors, ça peut se traduire par la problématique des îlots de chaleur. Ça peut se traduire aussi par la partie mobilité cyclable ou la mobilité piétonne, comme Myriam nous l'a montré tout à l'heure. Donc, ce qui compte, en fait, c'est de coupler les indicateurs entre eux, de les croiser. Croiser un indicateur avec un autre, c'est pas très compliqué à faire. Quand on en croise 2, 3, 4, ça devient un peu plus complexe. Et c'est pour ça que l'algorithme nous rend service. Et merci au numérique, parce que si on n'avait pas le numérique, on ne pourrait pas, on va dire, simplifier cette complexité de données, parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut arriver à le simplifier.
Là où on a aussi une facilité de compréhension, c'est les supports visuels. Donc, nous aussi, on fait du géoréférencement à travers les résultats que l'on obtient. Donc, on travaille en 2D ou on travaille en 3D. Ce qui compte, c'est qu'on restitue en fait l'espace public et la façon aussi dont chacun se déplace dans cet espace public. Donc, cette facilité de compréhension de la ville, elle passe aussi finalement comment est occupé l'espace public. Donc, ça peut être occupé par de la voirie, par des allées piétonnes, par des allées cyclables, par aussi de la végétation. Donc, en fait, on s'aperçoit que sur un profil en travers d'espace public, eh bien, on a finalement à cohabiter aussi bien du vivant que de l'humain. Et donc, on cherche bien sûr à servir le bien-être humain, mais aussi on sert le vivant avec la partie végétation. Là, ce que vous voyez, c'est un jumeau numérique qui correspond à ce qu'on a fait pour ICAD dans le cadre de son exploitation finalement des parcs qui se trouvent en périphérie parisienne. Celui-ci, c'est un site qui se trouve au nord de Paris. Et donc, ça permet véritablement d'avoir un suivi hyper qualitatif de tous les ingrédients qui composent en fait l'espace public. Le but étant que, bon là c'est un aménageur, enfin ICAD c'est la Caisse des dépôts et consignations comme vous le savez, donc c'est à la fois public mais c'est un peu privé quand même, donc, mais c'est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils ont compris que le bien-être, eh bien, pour être garant de ce bien-être, eh bien, il fallait tomber dans un niveau de précision relativement fort. Et pour y arriver, le jumeau numérique est vraiment un instrument extrêmement puissant puisqu'on peut se promener en 3D dedans et se promener dans les rues et aussi de détecter les données qui sont disponibles dans cet espace public. Donc, ça peut être des espèces végétales différentes, ça peut être un niveau en fait d'ombrage aussi qui est disponible suivant la maturité du végétal. Là, sur le cas de cette zone, il y a eu une mission hérisson. Alors, ça va peut-être faire sourire certains, mais le vivant cohabite aussi avec l'espace public. Donc, du coup, les piétons sont très intéressés aussi d'avoir un ressenti. Je pense que ça, c'est une donnée qui peut être un peu nouvelle. Quand on parle de bien-être, c'est pas simplement un bien-être visuel, mais c'est aussi un ressenti corporel en fait. Je me sens bien parce que c'est la bonne température, parce que je vois quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être savoir qu'il y a un petit hérisson qui fait son travail aussi dans cet espace végétal. En fait, c'est aussi une ambiance. Et je pense qu'on est très habitué à sortir des plans TOCA, donc ce sont des plans très techniques, mais qui ne rendent pas compte en fait de la part en fait et de l'importance que peut générer finalement un outil de gestion en fait de l'espace public tels qu'ils sont aujourd'hui et que ce que nous cherchons à peut-être rendre plus accessible, c'est cette capacité d'être proche des gens dans leur ressenti par le suivi qu'on pourrait en faire. Donc pour cela, je pense que ICAD est vraiment au top de la performance dans ses intentions et dans sa façon aussi de traduire ses intentions dites RSE. Mais je pense qu'ils ont une performance assez exceptionnelle. Je prends un autre exemple ici, qui est le suivi en fait des pistes cyclables. C'est un point c'est le slide c'est l'image qui est ici à gauche. Là, on est à Lyon. On est sur cette logique de fréquentation en fait de la ville à travers la cyclabilité. Et en fait, ce qui est assez intéressant lorsqu'on est connecté aux IoT, parce que du coup, l'avantage là, c'est que on a la capacité en fait de se connecter à tout type de données. Donc, et donc récupérer la fréquentation, le type de fréquentation, les horaires de fréquentation, et ainsi réfléchir par quartier pour voir quelles sont les zones qui sont les plus fréquentées, là où il y a de la saturation et qu'il faut mettre plus de vélos, là où il y en a moins, et pourquoi il y en a moins, et pourquoi là il y en a plus. Donc du coup, tout un tas de questions apparaissent
Et donc, dans cette analyse de la situation par quartier, eh bien, on s'est quand même rendu compte, une forme d'évidence, mais qui n'était pas apparue jusque-là, c'est que quand on compare l'activité et la fréquentation cyclable de certaines rues ou de certains quartiers, et qu'on corrèle ça à l'âge moyen en fait des habitants, on comprend tout de suite pourquoi il y a des quartiers qui sont plus utilisateurs du vélo que d'autres. Forcément, des quartiers plus anciens avec une population plus âgée n'est pas très encline à prendre le vélo, alors qu'une population plus jeune et plus, on va dire, alerte est très habituée à utiliser les transports en vélo. Donc, ce sont des façons de lire en fait l'espace public et surtout de se rapprocher en fait du ressenti de chacun. Là encore, du ressenti au sens finalement, qu'est-ce qui me convient le mieux aujourd'hui? Est-ce que je prends vraiment mon vélo? Il pleut pas, est-ce que je suis équipée? Donc en fait, c'est tout ça qui se passe dans la tête des gens aujourd'hui. Et dans notre espace public qui doit muter, hein, parce qu'on a vu que quand même il y a pratiquement 80% de la ville qui est déjà construite, et ben il faut renouveler en fait l'espace public en tenant compte de ces ressentis. Pour ce qui concerne l'avenir, je pense que, en tout cas c'est comme ça qu'on essaie de l'interpréter aujourd'hui, même si on n'est pas encore dans la vérification que nos hypothèses sont encore tout à fait confirmées. Mais on a lancé, enfin l'équipe que je représente a lancé une R&D sur la capacité à ce que un individu, d'un jour à l'autre, peut changer son mode de déplacement en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et cette complexité, en fait, pour les opérateurs de mobilité, aujourd'hui, elle n'est pas accessible. Ils ne savent pas, en fait, comment les gens raisonnent, pourquoi ils choisissent tel itinéraire plutôt qu'un autre. Et qu'est-ce qui va faire qu'à un endroit, on va se retrouver avec une demande en surcroît et non satisfaite ou une demande pas bien identifiée au moment où elle arrive. Et donc, du coup, on a réfléchi à aussi aller sur ces terrains-là. Et on pourra vous en parler à un prochain webinaire. Là, je vous fais un petit teasing pour la prochaine fois. Nous sommes en train de préparer un 3e algorithme sur les mobilités décarbonées, justement pour relier le ressenti et le mode de décision individuel aux opérateurs de mobilité pour qu'ils soient capables en fait de se projeter dans cet usage et dans cette attente en fait de besoin d'un jour à l'autre, ce qui aujourd'hui n'existe pas dans les masses, dans les mobilités as a service. Dans les espaces publics, on se trouve aussi un autre exemple très différent sur des grosses infrastructures. J'ai pris l'exemple d'un port parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Hein, on est quand même un des pays où il y a le plus d'activités portuaires. Et en fait, la cohabitation d'un espace portuaire avec finalement la ville est intéressante à travailler. Et du coup, on a cet exercice en cours là avec un port et ça va faire presque la 3e année qu'on les suit et on voit l'évolution et c'est très intéressant parce que lorsqu'on est dans une vraie quand on cherche vraiment à comprendre l'espace public et voir comment il évolue et comment les besoins du coup apparaissent mieux, eh bien du coup on a plus d'idées, on voit mieux les choses et on comprend mieux en fait. Et je pense que c'est un vrai bonheur en fait, je peux le dire ça comme ça, mais en tout cas c'est comme ça que les clients le ressentent. Ils se disent ouais c'est génial parce qu'en fait on pouvait pas faire ça avant et là la donnée nous ouvre un champ des possibles auquel on n'imaginait même pas. Donc, c'est une très grande satisfaction de pouvoir être dans cette combinaison. Bon, là, je prends un autre volet des infrastructures, on va dire des espaces publics, que sont les éclairages, parce qu'on aussi, l'éclairage public, ça rentre dans l'espace urbain dit de voirie. Et donc, c'est aussi un élément très intéressant à suivre. Voilà, en tout cas, j'ai essayé à travers ce petit résumé de vous montrer que faire du suivi de données en temps réel, c'est extrêmement
on va dire gratifiant parce que la donnée, on l'a fait parler, mais elle, comme on dit, elle nous le rend bien. Donc ça, c'est extrêmement intéressant d'être dans la bonification aussi des cas d'usage, hein, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on les fait évoluer parce que les questions se posent aussi différemment, parce que aussi finalement, celui qui utilise la maquette, lui-même, il évolue et il se dit, bah, tiens, maintenant, je vais me poser la question autrement. Et donc, ça, c'est aussi un accompagnement qu'on essaye aussi de partager et de suggérer en fonction aussi de ce que nous, on est capable de lire à travers cet exercice de données, d'expertise de données. En tout cas, l'usage principal, c'est que c'est fait pour être dans un mode de décision plus éclairé, puisqu'en fait, on est aussi dans cette logique de décarbonation, donc on a aussi des indicateurs qui permettent de montrer que telle action va être bonifiante aussi sur la partie décarbonation. Donc finalement, il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant dans l'exercice de l'application, de la lecture de la donnée et surtout après de son interprétation. Voilà, je pense pas que j'ai eu le temps de vous parler de AT-Énergie, mais si je peux quand même conclure là-dessus parce que c'est aussi une forme d'optimisation d'espace public. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis en tant que à la fois environnementaliste et urbaniste. C'est que si on veut vraiment être dans la frugalité des projets urbains, cette fois-ci des projets à venir, c'est-à-dire comment la ville va se renouveler sur elle-même. On va avoir donc des dents creuses qui vont se combiner à l'existant et on va essayer de réfléchir autrement pour ce nouveau quartier. Et en fait, on s'aperçoit que surtout avec la loi récente qui est parue donc le 10 janvier là, de cette année, on voit que l'espace public est redevenu possible, on va dire, en termes d'occupation, sous l'angle, cette fois-ci, solaire. Donc, pour ne pas non plus tomber dans du tartinage, enfin, excusez-moi du terme, mais je ne voudrais pas que ça soit, enfin, ce serait très décevant que ça soit du tartinage de parking avec des ombrières mal conçues. Ce serait vraiment dommage. Donc, il faut être quand même exigeant sur l'optimisation d'espace public sur la partie solaire pour que tout le monde s'y retrouve également dans ce bien-être en fait ressenti en termes d'ombrage, mais aussi en termes d'efficacité énergétique qui peut être donné du coup dans cette logique de déploiement, une massification en fait, hein, c'est bien le terme qu'on utilise. Ce matin, on était à un webinaire à ce sujet avec Smile, puisqu'on est AMO en fait pour Smile, pour justement des zones d'activité, des zones économiques et des zones d'habitat qui se projettent du coup dans cette idée de faire des boucles courtes énergétiques. Et donc, en fait, la boucle courte énergétique, c'est un fait technique, c'est un fait financier parce que évidemment, tout le monde va s'y retrouver aussi financièrement, hein, que ce soit les habitants déjà en place que les nouveaux arrivants, tout le monde va, entre guillemets, gagner en économie d'énergie grâce à ces boucles énergétiques. Mais il faut savoir qu'elles vont prendre place aussi dans l'espace public et du coup, il faut aussi les rendre agréables, bien placées et bien anticipées pour que ça soit aussi efficace pour chaque personne qui va occuper ces espaces publics au quotidien. Et, je vais me permettre, Gwenaëlle, de vous arrêter maintenant. On va conclure sur cette partie-là, effectivement. Et merci beaucoup pour votre présentation qui est très intéressante. C'est toujours, il y a un côté un peu frustrant dans les webinaires, effectivement, où on s'alloue un temps. Merci en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette vision complémentaire. Vous pouvez voir apparaître un petit sondage sur vos écrans si vous avez quelques minutes pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup pour ces différents éclairages. Surtout si dans l'auditoire, vous avez des questions complémentaires pour l'un ou l'autre de nos intervenants, surtout n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez les coordonnées d'Idéfor Mobility, les coordonnées des intervenants étaient dans les slides, mais on pourra vous les redonner si vous le souhaitez. Et comme toujours, on est à votre disposition pour échanger sur vos différents projets, sur vos questionnements. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci encore à tous nos intervenants. On va souhaiter une bonne journée complète à Florence. Voilà, et une bonne soirée à tous les autres. Merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.